Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire d'Avancen Conseil. Prenez place sur vos ordinateurs ou sur vos téléphones, prenez un petit moment pour vous, juste avant une pause déjeuner, un moment apprenant, un moment où on va aborder un sujet peut-être un peu difficile, mais très intéressant, qui est d'avoir des conversations sereines en entreprise. Comment on fait pour avoir des conversations parfois un peu délicates sereinement? Et pour ça, on a une équipe de choc dans ce webinaire que je vais vous présenter dans quelques instants. Avant ça, j'aimerais vous rappeler qui nous sommes. Donc moi, je suis Peter Barrett, je représente Avancen Conseil qui organise ces webinaires. On a organisé plusieurs webinaires déjà sur des sujets autour de la communication, du leadership. N'hésitez pas à aller voir sur notre chaîne pour voir les replays. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux, évidemment. Chez Avancen Conseil, on est spécialisé dans la communication et le leadership. On est un organisme de formation et on forme partout dans le monde, principalement auprès de clients assez internationaux depuis 30 ans maintenant. Alors, comme on s'intéresse beaucoup à la communication, évidemment, la communication interpersonnelle en fait partie. Et c'est pour ça qu'on a voulu s'associer avec une nouvelle méthode proposée par une association qui donc a aussi un engagement civique, la méthode qui s'appelle l'entretien épistémique. Alors, cette association qui porte cette méthode en France, parce que évidemment, comme beaucoup de choses, c'est importé des États-Unis, cette association, c'est Opinion sur rue, et on en a deux représentants aujourd'hui avec qui on fait ce partenariat, qui sont expérimentés dans le sujet et qui vont vous parler un peu plus du lien entre l'entretien épistémique et les conversations difficiles qu'on peut avoir au travail et en quoi ça peut nous permettre d'en avoir tout simplement des meilleures, des plus sereines. Je vais vous en dire un petit peu plus sur eux. Mais avant ça, un petit point technique. Pendant tout ce webinaire, on a 45 minutes ensemble, on va pouvoir interagir. Alors vous avez remarqué, hein, on a le chat de Webikio, vous avez peut-être déjà l'habitude, et c'est super de l'utiliser. Si vous scannez ce QR code, vous pouvez avoir accès à un autre outil d'interaction. On va vous poser des questions, on va interagir ensemble. Vous pourrez aussi nous poser des questions. Et ce qui est très bien avec cet outil, c'est qu'on pourra garder les questions et vous recontacter peut-être pour y répondre à la suite de ce webinaire si on n'a pas eu le temps d'y répondre. Donc c'est vraiment une super occasion de rester en contact ensemble. N'hésitez pas à scanner ce QR code, inscrire votre email et votre nom, et vous vous connecterez sur Slido, donc c'est la plateforme qu'on utilise pour interagir. Encore une fois, on vous posera des questions, on restera en contact ensemble pour que ce webinaire soit vraiment apprenant et dynamique. C'est tout l'objectif. Alors je vous disais qu'on a deux personnes avec nous, deux représentants d'opinion sur rue qui vont nous parler d'entretien épistémique et en quoi ça nous aide à avoir des conversations sereines au travail. Je vous présente Jason Bloch, président d'Opinion sur rue, qui fera une belle partie de cette conférence, et François-Xavier Marin, qui est référent pédagogique d'Opinion sur rue, qui est aussi spécialiste des transmissions de connaissances en entreprise. Si ça vous intéresse, c'est une très belle personne à aller voir sur ce sujet. Allez, je vous donne le micro. Jason, allons-y. Bonjour, bonjour. Moi, je suis Jason, président d'Opinion sur rue. Moi, dans la vie, je suis développeur d'applications mobiles, mais je suis passionné de communication interpersonnelle et je me suis intéressé à ça parce que moi-même, j'avais des problèmes de communication interpersonnelle et je me suis aperçu que c'était à la portée de tous, qu'on pouvait tous s'améliorer et il suffisait d'en apprendre sur le sujet. Et du coup, moi, je suis intéressé par des approches plutôt académiques basées sur les sciences. Donc sciences sociales en l'occurrence. Et François-Xavier? Et donc François-Xavier Marin, merci. Je suis formateur indépendant sur des sujets de soft skills et notamment d'esprit critique. Je suis aussi spécialiste de la transmission de compétences en interne dans des entreprises qui ont des difficultés à justement transmettre des compétences clés, des compétences critiques avant qu'elles ne s'envolent dans la nature. J'ai croisé la route de Jason il y a 1 an à peu près et ensemble, on a construit la formation à l'entretien épistémique qui est ce bel outil qu'on va vous présenter aujourd'hui. Voilà. Magnifique. Jason, qu'est-ce qu'on va voir pendant ce webinaire? Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir à quoi ça sert un peu. Donc du coup, en particulier dans le contexte d'une entreprise, on va se demander
qu'est-ce qui peut être utile pour la performance des équipes. Du coup, ensuite, on va présenter pourquoi notre outil répond à un des besoins principaux pour la performance des équipes. Et on fera une démonstration avec toi, Peter, de l'outil en utilisation. J'ai hâte. Je vais prendre la main. Alors, commençons par les facteurs qui contribuent à la performance des équipes. En guise d'introduction. Nous sommes en 2015. Je veux bien que tu avances le slide. Nous sommes en 2015. Google lance une étude en interne chez lui qui s'appelle Rework et se pose une question. Quel facteur explique la performance d'une équipe? Alors, les chargés de l'étude vont aller voir 180 équipes à peu près, vont leur poser des questions, faire des interviews et isoler 5 majeurs qui expliquent la performance d'une équipe. Alors, je vous les donne pour l'instant dans le désordre. Le premier facteur, c'est la fiabilité. La fiabilité, c'est est-ce que j'ai confiance dans mes collègues, dans mes collaborateurs, pour qu'ils réalisent un travail de qualité et dans les délais. Deuxième, structure et clarté. Est-ce qu'on a des objectifs? Est-ce que je sais ce que je dois faire? Est-ce que mes collègues savent ce qu'ils doivent faire? Troisième, c'est la cohérence. Est-ce que les missions sont réparties de façon cohérente à l'intérieur de l'équipe, en fonction des appétences et surtout en fonction des compétences de chacun? Quatrième, c'est la sécurité psychologique. Alors, la sécurité psychologique, c'est un peu à part. Là, c'est est-ce que j'ai confiance dans mon équipe pour pouvoir prendre un risque? Prendre un risque, ça veut dire proposer une idée nouvelle ou essayer quelque chose que l'on n'a jamais essayé. Ou même dire, si un jour ça va pas, ou si j'ai pas compris, ou répéter une question à laquelle on a déjà répondu. C'est ça la sécurité psychologique. Et le dernier, c'est impact. Impact, c'est est-ce que mon travail sert à quelque chose? Et est-ce qu'il contribue à quelque chose de plus grand que moi? Donc voilà pour les 5 facteurs, dans le désordre, encore une fois, identifiés par Google. Et là, on va vous poser une question à tous. Donc, ça va être la première question, la première interaction qu'on a avec vous. Pour ceux qui ont rejoint Slido, on va vous inviter à voter pour choisir, essayer de deviner quel facteur parmi les 5 identifiés par Google, lequel est le plus impactant pour la performance d'une équipe. La performance d'une équipe, c'est bien sûr la capacité à atteindre ses objectifs, notamment, mais aussi la capacité à apprendre, l'engagement qu'on peut avoir dans une équipe. Donc, lequel, d'après vous, parmi ces 5 facteurs, est le plus important? Là, on commence à avoir des réponses. On a une vingtaine de personnes qui ont répondu. Okay. On va voir ce que les gens pensent. On leur donne encore quelques secondes, François-Xavier. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, encore. Allez, on va être sympa. 20 secondes. On va pas commencer à jouer la compétition dès mardi matin. Allez, on laisse un peu de temps. On est à 25 personnes. Allez-y, vous avez encore votre chance de répondre à cette question. Le plus impactant, quel est le facteur le plus impactant? On va voir. Allez, on est à presque une trentaine de personnes. Est-ce que tu nous dis, tu nous donnes la réponse, Fix? Allez, je vous donne la réponse. Ah, intéressant. Structure et clarté. Et la bonne réponse, c'était la sécurité psychologique. Alors, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Les 5 sont des facteurs majeurs. Les 5 sont importants. C'est juste celui qui arrive en tête dans cette étude de Google, c'est la sécurité psychologique. Alors, pourquoi on vous la montre, cette étude? Alors, c'est une étude empirique, c'est pas forcément la meilleure étude sur le plan méthodologique, etc., mais elle est représentative de tout un pan d'études scientifiques qui ont été faites dans les années 2010 sur la sécurité psychologique. Et la sécurité psychologique est vraiment un facteur majeur et c'est vraiment des résultats robustes dans la littérature scientifique par rapport à la performance d'une équipe. Donc, par rapport à la capacité d'apprentissage, par rapport à l'engagement des collaborateurs, de résultats objectifs.
C'est assez marrant, Ouais. il y a des personnes qui continuent de répondre alors que tu as déjà donné la réponse. Vous n'allez rien gagner, je suis Mais désolé de vous le dire. Il n'y a pas de cadeau à la fin, mais merci de votre contribution. En tout cas, on voit qu'il y a un petit delta peut-être entre l'intuition qu'on peut avoir ouais, et ce qu'on a ouais, trouvé dans cette étude empirique de Google. C'est ce que tu nous dis. ouais, c'est vrai. Et effectivement, structure et clarté, c'est souvent ce par quoi on commence quand on construit une équipe. On commence par se construire des objectifs, on commence par se répartir des missions et se dire, bon, bah, voilà comment on va fonctionner. Et donc, la sécurité psychologique, elle arrive un peu plus tard parce qu'au début, on est ensemble, on se construit, c'est simple. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure qu'arrivent les difficultés, les questions, les manquements, cette question-là arrive dans un second temps. Donc, c'est peut-être pour ça que intuitivement, on pense plutôt à structure et clarté. Du coup, ça remonte là, ça remonte. Ça remonte, ça remonte. Allez, on va fermer le jeu. Sinon, on va finir avec la sécurité psychologique en premier, on va fausser les données. Allez, alors dis-nous en plus, comment est-ce qu'on crée la sécurité psychologique? Eh bien, c'est là qu'on va vous présenter justement notre outil et en quoi il répond, il permet de créer de la sécurité psychologique et notamment dans un moment qui est clé et que tout le monde appréhende, c'est quand on doit aborder un sujet délicat. Jason, je te laisse la parole pour présenter notre outil. Alors, l'entretien épistémique, qu'est-ce que c'est? C'est une méthodologie qui est vraiment qui a été conçue dès le début pour avoir des conversations productives sur des sujets difficiles. Donc, à la base, c'était dans des situations particulièrement difficiles parce que c'était avec des gens très radicalisés, très très durs. Donc, à la base, ça se base sur quand c'est vraiment quasiment impossible de discuter. Mais il se trouve que c'est aussi utile dans des situations moins difficiles. Les techniques de communication incluses dans l'outil qu'est l'entretien épistémique sont parfaitement utilisables dans plein de situations, pas seulement dans les cas les plus durs. Mais ça aide toujours beaucoup d'en savoir plus sur la communication. Alors, premier ingrédient, comme tu l'as affiché, premier ingrédient pour avoir une conversation difficile une conversation sur un sujet délicat, c'est de la convivialité. Il faut que on se sente bien, quoi, un minimum pour pouvoir discuter. C'est un ingrédient aussi de la sécurité psychologique. Hein. Si on se sent très très mal à l'aise à discuter avec la personne en face, c'est compliqué de pouvoir aborder les sujets qui fâchent, quoi. Est-ce que tu peux passer à la suite? Donc, une fois qu'on a ce climat convivial, il se trouve que toutes les parties impliquées sont plus sincères dans l'expression de leurs idées et sont aussi plus à l'écoute des idées des autres, si tu veux bien. Et être à l'écoute et plus sincère dans l'expression des idées, c'est des bons ingrédients pour pouvoir réfléchir de façon productive, pour voir qu'il y a quelque chose de tiré de cette conversation. Et donc, du coup, ça permet de remettre en cause les idées reçues, de mieux s'écouter et dans un climat convivial. La suite. Alors, donc, ingrédient bête, mais pour être productif, il faut coopérer. Si on a juste certains qui la jouent perso, ça marche pas. Donc, la coopération, ça sert en fait à être un bon intermédiaire entre essayer d'imposer son point de vue en s'affrontant, ce que la plupart des gens n'aiment pas. La plupart des gens détestent le conflit. Ou la voie que beaucoup de gens qui détestent le conflit choisissent, qui est de renoncer à ces idées. Et l'idée, c'est de créer un cadre de coopération où tout le monde se sent en sécurité psychologique, euh, où tout le monde peut affirmer ce qu'il a affirmé sans s'affronter et sans pour autant renoncer à quoi que ce soit. Donc, comment on fait ça? Eh ben, dans la méthodologie de l'entretien épistémique, on propose de changer ses buts conversationnels. Donc, un but conversationnel, c'est tout simplement pourquoi on discute. Donc, il y a tout un tas de raisons pourquoi on pourrait discuter. Nous, on les a classés par catégorie. Donc, socialiser, recevoir, s'affronter, coopérer. Et donc, afin d'avoir une conversation productive,
nous, dans la méthodologie de l'entretien épistémique, on va complètement oublier s'affronter. On n'est absolument pas là pour s'affronter. On ne veut pas que les gens se braquent. Et si on est braqué, on ne peut pas être productif. On va essayer de partager un échange agréable, comme on l'a dit dans convivialité. Pour pouvoir coopérer, il faut essayer de comprendre l'autre. Et une fois qu'on a ça, on va essayer de réfléchir ensemble. Donc, quand on fait un entretien épistémique, il faut qu'on garde toujours ces 3 buts en tête. Donc, pour comprendre l'autre, il faut l'écouter. Là, c'est pas sorcier, hein, si on n'écoute pas, ça marche pas. Donc, l'écoute, ça nous sert à créer cette sécurité psychologique dont on vous a parlé. Sans écoute, pas de sécurité psychologique. Et du coup, on peut pas comprendre l'autre sans écoute, tout simplement. Et impossible de coopérer sans comprendre l'autre et avoir un cadre de sécurité psychologique. Donc l'écoute, c'est fondamental avec la convivialité à l'entretien épistémique. Bon, alors, là, je vous parle d'écoute et de convivialité, mais normalement, dans pas mal de webinaires de ce genre, je pense que vous avez déjà entendu tout ça. Je n'ai rien raconté de nouveau. Donc, on va partir sur, enfin, les nouveautés de l'entretien épistémique. Donc, l'épistémologie, d'où le nom d'entretien épistémique. Alors, l'épistémologie, à votre avis, qu'est-ce que c'est? On va refaire un petit sondage pour voir vos connaissances en vocabulaire. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on doit choisir là? Dis-nous. Alors, parmi ces réponses, donc l'étude de l'origine des mots d'une langue, l'étude de la constitution des connaissances, l'histoire des sciences, l'étude de ce qu'est l'existence et l'étude des insectes, il faut être capable de dire l'épistémologie, laquelle de ces 5 propositions c'est. Alors, on commence à avoir quelques réponses. Bizarrement, personne sur les insectes pour le moment. Ah bon? J'aurais mis un truc humoristique? Non, ça me ressemble pas du tout, ça. C'est quelque chose de contextuel, tu vois. Tu peux deviner peut-être assez. J'ai des premières réponses insectes. Pardon, j'ai parlé trop vite. J'ai parlé trop vite. Il y a quelqu'un, en attendant peut-être que les réponses s'accumulent, il y a une personne qui nous demande comment créer un espace convivial, une situation conviviale. Et c'est vrai qu'il y a plein de méthodes qu'on peut utiliser. Tu nous en feras quelques démonstrations tout à l'heure, c'est ce que tu nous disais. Ouais, selon le temps qui nous reste, mais oui, après, ça fait partie de la méthode. Donc, comme on fait une démonstration, je vais essayer de prendre du temps pour ça. Super. Mais généralement, dans la plupart des cas, il faut prendre 1 minute, 2 minutes pour la convivialité. Après, ça dépend beaucoup de la situation. Si la relation est déjà très dégradée, il faut prendre plus, quoi. Alors, allons-y, on regarde les réponses. Presque une quarantaine de réponses. Majorité sur l'étude de la constitution des connaissances. Jason, tu nous Et réponds? bah, incroyable. C'est-à-dire que généralement, quand je parle d'épistémologie, personne ne sait ce que c'est. Donc là, vous êtes au moins la moitié à savoir ce que c'est. Donc c'est incroyable. Et on voit la confusion souvent avec l'étymologie, qui est l'étude de l'origine des mots d'une langue. C'est la confusion que tu entends peut-être souvent. Ouais, ou l'ontologie. C'est pour ça que j'ai mis des choses qui se ressemblent. Alors, bon, donc l'épistémologie, l'étude sérieuse de la constitution des connaissances, qu'est-ce que ça a à voir avec une technique de communication interpersonnelle? Dans le cadre d'une discussion, qu'est-ce que c'est en fait? Donc, nous, on considère que dans le cadre d'une discussion, chaque personne a son épistémologie, chaque personne a son cheminement qui le conduit à être convaincu de ses connaissances, de ses savoirs, de ses convictions, quoi. Donc, que ses convictions sont vraies ou bonnes ou justes. Et donc, du coup, nous, dans l'entretien épistémique, le but, ça va être de chercher cette épistémologie-là, essayer de comprendre l'épistémologie de l'autre et éventuellement de la mettre à l'épreuve.
pour voir si elle est solide. Donc concrètement, c'est l'épistémologie, c'est le cheminement qu'on va questionner, quoi. Le cheminement pour arriver à sa conclusion. C'est un peu différent de l'argumentation. Donc la focalisation, c'est le dernier ingrédient dont on va parler aujourd'hui de l'entretien épistémique. Donc la focalisation, en gros, c'est pas partir dans tous les sens. C'est voilà, nous on veut être efficace, on veut pas en entreprise discuter pendant 3-4 heures d'un sujet. On veut pas avoir des réunions interminables. On veut arriver à nos objectifs, quoi. Donc tout d'abord, on va essayer de délimiter le sujet et très clairement, pour pas que ça parte dans tous les sens, autour d'une seule affirmation à la fois. Donc c'est pas forcément facile, mais nous on enseigne des méthodes pour y arriver. Ça permet de gagner beaucoup de temps. Donc une fois qu'on a réussi à délimiter le sujet, on va essayer de débusquer l'épistémologie, et pour ça, on va, au lieu de mettre à l'épreuve l'opinion ou mettre à l'épreuve il s'est passé un truc. Au lieu de mettre à l'épreuve l'opinion ou mettre à l'épreuve les arguments qui soutiennent l'opinion, on essaye de mettre à l'épreuve l'épistémologie du meilleur argument donné, quoi. Donc on va se demander, est-ce que la méthode pour arriver à nos conclusions est fiable? C'est ça. Et du coup, ça demande un peu de philo, donc un peu d'épistémologie. Ouais, des mots, si ça vous va tous, à moins qu'il y ait des questions dans le chat intéressantes. Alors, ouais, j'en profite peut-être avant de lancer une petite démonstration. Alors, c'est pas que j'ai peur, hein, parce que je sais que tu vas te démontrer sur moi, mais répondant à quelques questions. Il y avait une question que je trouve assez intéressante, parce que peut-être on a peut-être allé un peu vite en besogne sur certaines préconceptions qu'on peut avoir dans l'entretien épistémique. Une personne me demande, mais si l'autre, il écoute pas, Alors, comment on fait pour le faire écouter? en Et je fait, pense que tu as une réponse intéressante à ça. En fait, la valeur d'exemple a beaucoup d'importance. C'est-à-dire que si nous, on montre une écoute attentive et bienveillante de l'autre, la personne en face, elle va se sentir obligée de nous copier un peu. Il y a un phénomène comme ça en psychologie où on a tendance à faire le miroir de ce que fait l'autre. Donc si vous, d'un certain côté, vous montrez la meilleure écoute du monde, la personne, elle va se sentir obligée d'améliorer son écoute un minimum, quoi. Et du coup, il y a un minimum d'écoute qui est nécessaire à l'entretien épistémique. Et voilà. Si même ce minimum n'est pas là, bon bah là, c'est peut-être d'autres techniques de communication qu'il faudrait. Donc peut-être des choses de l'ordre de la négociation, comme tu connais bien, Peter. Encore un sujet. Oui, mais je pense que tu as raison, c'est la réciprocité, c'est une valeur forte et bien ancrée. Et c'est vrai que si déjà nous, on est capable de faire preuve d'écoute, ce qui est souvent rare, hein, quand on est énervé, quand on entend quelqu'un nous dire quelque chose d'absurde, ben déjà on se donne l'opportunité d'ouvrir une conversation. Et dans l'entretien épistémique, comme tu vas nous le démontrer, en fait, l'autre n'a pas écouté, il n'a que à s'exprimer ou elle n'a que à s'exprimer. Quelque part, Oui, c'est la l'entretien question. épistémique, tu soulignes un côté, c'est que il y a un côté asymétrique. C'est-à-dire que généralement, c'est une discussion entre deux personnes où il y a une personne qui fait plus d'efforts dans la discussion que l'autre. Mais cet effort peut être retourné ensuite. C'est comme si c'était en plusieurs temps, quoi. Dans un premier temps, il y en a un qui fait un maximum d'efforts pour comprendre l'autre. Ouais. Très bien. Moi, sur ce, j'ai envie de dire, allons-y, son nom, Jason, tu vas m'entretenir, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, ceci n'est pas scripté. Je ne sais même plus quel sujet Peter veut aborder, et on va essayer de discuter d'un sujet délicat. Du coup, j'attends ta première question ou tu veux que je me lance sur le sujet direct? Ah ouais, bah de quoi tu veux parler déjà, Peter? Écoute, moi, j'aimerais bien parler de diversité. De diversité. Hmm. Ok, très bien. Donc là, je vais commencer par de la focalisation. Qu'est-ce que tu veux dire par diversité? Bah, je veux dire, c'est que en entreprise, je pense que la diversité, c'est vraiment une force pour générer de la valeur, pour créer, voilà, produire des choses, quoi. Je pense que c'est vraiment une force. Alors là, si je comprends bien ce que tu me dis,
écoute active. Tu me dis que la diversité est un outil qui peut être utile en entreprise? Un outil, je sais pas si c'est un outil, je dirais que c'est un état ou une réalité, donc Ouais. quand un groupe est divers, qui permet de produire des résultats plus bénéfiques. Euh, donc là, tu dis un groupe qui est divers, ça veut dire que il y a des hommes et des femmes, des noirs et des blancs. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Des pauvres et des riches? Ouais, c'est ça. Bah, il y a diversité sociale, diversité de genre, diversité ethnique, diversité d'âge. Aussi, souvent, on oublie la diversité des âges. Ouais, c'est ça. Après, le fameux échantillon représentatif, voilà, faut trouver le bon équilibre, hein, mais c'est un peu l'idée. Ok. Diversité de Euh, compétences, dans le chat. Est-ce que c'est pas l'inverse, l'échantillon représentatif, ou je te comprends mal? Que la Bah, pour diversité. moi, un échantillon représentatif, c'est représentatif d'une population. Donc, tu as Ouais. la population générale, il y a plein de gens différents dans la population générale. Donc, c'est pour ça que je voulais dire échantillon représentatif, c'est en gros, une diversité de personnes, bah, c'est assez représentatif d'une diversité qui existe en général. Ok. Donc, tu veux dire que là, dans le cadre d'une entreprise, si il y a une diversité d'opinions, de points de vue, de mode de vie qui est similaire au reste de la population, c'est bénéfique pour l'entreprise par rapport à une qui n'aurait pas cette diversité. Oui. Ok. Et qu'est-ce qui te fait croire ça? Et ben, j'ai lu pas mal d'études sur le sujet de la diversité et de la performance. Et ce que j'ai vu dans les études, c'est que, notamment sur le plan de l'innovation, de la résilience, mais aussi il y avait d'autres facteurs que j'oublie. Et ben, le fait d'avoir une équipe diverse permettait de tout simplement d'avoir des meilleurs résultats. Un exemple assez classique, c'est les challenges de team building. Un peu, on, euh, on essaie de générer un résultat. Par exemple, je sais pas, construire une pyramide en spaghetti. Et ben, on a des meilleurs résultats lorsqu'on a un peu de diversité dans le groupe. Ok. Donc toi, pour toi, les études scientifiques, c'est quelque chose qui a beaucoup d'impact sur toi. C'est-à-dire que pour te faire un avis sur un sujet, tu vas d'abord aller voir les études? Oui, alors, il y a toujours une intuition, je pense, de base. Ok. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai pu lire et j'ai été assez dubitatif, peut-être au début, parce qu'on pourrait se dire, bah, s'il y a plein d'experts d'un sujet, c'est peut-être mieux que si tu as une diversité d'opinions. Et pour autant, c'est pas forcément ce qui semble être démontré dans ces études-là. Donc, si je t'ai bien compris, de base, toi, tu étais plutôt pour quelque chose basé sur les experts. Tu te dis, la meilleure façon de prendre des décisions, d'être performant, c'est d'avoir des experts. Mais tu as été exposé à des études sur le sujet et ça t'a fait changer d'avis. Ouais, en tout cas, j'étais pas averse à l'idée, mais ça m'a permis de constituer un avis, je pense, plus informé que juste un avis un peu intuitif, qui serait, bah, si tu es expert de ton sujet, tu es forcément plus apte à, tu vois, à prendre une bonne décision ou à agir, euh, ce qui est assez intuitif, je trouve. Tu me parles d'intuition. Du coup, tu avais cette intuition-là que la diversité, ça avait un côté positif pour les entreprises avant de tomber sur ces études. Alors, non, enfin, je disais que j'ai plutôt l'intuition de l'expertise comme un porteur de valeur. La diversité, pas forcément, mais Ok. j'étais pas averse à l'idée. Et en lisant les études, ça m'a permis de changer d'avis, en tout cas de construire un avis différent. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres arguments qui, en dehors de l'intuition et des études scientifiques, qui pourraient t'influencer sur le sujet? Excuse-moi, j'ai pas très bien compris ta question. Ok, ok. Euh, je vais essayer une autre question. Euh, Est-ce que si je te donnais 3 fois plus d'études Hmm. sur le sujet et qui allaient dans un autre sens, comment tu réagirais? Ah, bah, si ça allait dans l'autre sens, pour moi, c'est assez clair, hein. Ça prouverait le contraire.
Donc, Ok. tu vois, s'il y a une méta-analyse qui prend, je sais pas, 50 études sur 10 000 personnes et qu'on voit qu'il y a une baisse de productivité ou une baisse de performance, peu importe ce qu'on cherche à mesurer, Ouais. avec la diversité ou avec plus de diversité, tel qu'on l'entend aujourd'hui, par exemple, dans les politiques de diversité et d'inclusion des entreprises, eh ben, je changerai d'avis. Après, c'est ce que tu mesures qui est important. C'est si par exemple si tu mesures la performance, bah, c'est sur ce sujet-là que tu peux arbitrer. Mais si tu mesures sur un autre sujet, par exemple, je sais pas, la bonne entente des collaborateurs, tu vois, c'est peut-être un autre sujet que tu peux mesurer. Ben peut-être que ça n'aurait pas forcément les mêmes conséquences. Donc ça dépend de ce que tu cherches à mesurer, de ce que tu veux impacter. Mais en tout cas, ouais, plus d'études qui me montrent autre chose, bah je suis d'accord, quoi. Il n'y a pas de souci. Donc là, pour poursuivre l'entretien, j'ai deux options. Parce que Peter m'a évoqué deux choses différentes. Il m'a évoqué que, en fait, des sources scientifiques avaient du poids pour lui, et aussi la quantité des sources. Il m'a parlé de méta-analyse, il m'a parlé de 50 études, de 10 000 personnes, ou quelque chose comme ça. Donc, en entretien épistémique, on s'intéresserait à lequel des deux a le plus de poids pour Peter, pour soutenir son point de vue. Et ensuite, on s'intéresserait à est-ce que c'est une méthode fiable. euh, Est-ce que c'est mieux d'avoir des sources de qualité ou d'avoir une quantité de sources pour Peter. Hmm. Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on continue encore un peu ou... Euh, non, mais je trouve que c'est un bon moment pour faire une pause. C'est qu'en en gros, là, tu as réussi à creuser jusqu'à trouver mon épistémologie, c'est-à-dire comment je constitue ma croyance, en tout cas comment je prétends constituer ma croyance. Et là, tu pouvais choisir d'aller approfondir un peu plus la nature de mon épistémologie, c'est-à-dire si c'est plus la quantité ou la qualité, ou peut-être d'autres choses qui me motivent dans ma croyance. En gros, c'est ça que tu es en train de dire. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et ça aurait pour effet, si on revient à notre question de sécurité psychologique, ça aurait pour effet de faire quoi? Ou oh, ben, je peux me poser à moi-même la question, remarque, mais ça Bah, aurait pour effet de si, faire si, quoi? Ouais, ouais. en fait, ce que ça fait, c'est que ça fait que déjà, tu te sens relativement libre d'exprimer tes opinions, même des opinions complexes, pas forcément faciles à expliquer, quoi. Moi, j'essaie de me servir un peu de béquille pour toi, pour que t'aider un maximum à Hmm. exprimer des choses complexes, quoi. Ouais. Et donc là, on n'est pas du tout allé dans un côté moral, mais on aurait pu Hmm. aussi aller dans une question morale, c'est est-ce que la diversité est bonne moralement pour les entreprises? Là, on est resté sur le côté efficacité. Ouais. Euh, et bon, les discussions morales, normalement, tout le monde sait que ça peut vite tourner au vinaigre. Hmm. Mais en fait, on va faire pareil, on va faire de l'épistémologie morale et on va voir ce qui se passe, quoi. Là, il y a quelques questions dans le chat que je trouve sont intéressantes à adresser, des questions qui challenge un petit peu. Ouais. Il y en a de plusieurs types. Alors, déjà, il y en a qui s'intéressent beaucoup au fond de cette conversation, c'est-à-dire Mhm. qui cherchent à déterminer si j'ai tort, si j'ai raison. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, en fait, en entretien épistémique, on va pas forcément essayer de chercher exactement si Peter a tort ou a raison, mais plutôt si la méthode qu'il utilise pour avoir tort ou raison est solide et bonne et fiable. Donc là, la méthode, c'est des sources scientifiques et une quantité de sources. Euh, on pourrait se dire, est-ce que dans le cadre de l'entreprise, cette méthode est la meilleure ou est, est, Hmm. est, est bonne, quoi. Donc, c'est en fait c'est un angle d'attaque qui fait que Peter devrait pas se braquer parce qu'on le contredit jamais en fait. On lui dit pas non, t'as tort, la diversité à tout prix, c'est bête. Hmm. Bon, ça, on peut dire ça de façon plus subtile, hein, Hmm. mais Peter s'est jamais senti attaqué parce que je lui ai demandé de m'expliquer comment il fait pour croire ce qu'il croit en fait. Hmm. Et ensuite, donc là, je vous ai dit, la seconde partie, ça serait de dire, ah, ok, t'as cette façon de croire, est-ce qu'elle Hmm. est justifiée dans ce contexte, quoi? Et Ouais. pourquoi? Et voilà. Essayer de mettre à l'épreuve là, justement, on attaque, mais on attaque tout en douceur et on attaque l'épistémologie, pas les opinions. Ouais. Et ça, je pense que c'est hyper important de le rappeler parce que le réflexe, et on le voit bien dans le chat, donc c'est vachement intéressant, le réflexe, c'est tout de suite d'être dans une argumentation contre argumentation.
Et en effet, moi, là, j'ai pas cherché à exercer quoi que ce soit de particulier. J'ai juste spontanément répondu aux questions de Jason. C'est Jason qui mène l'entretien. Donc, c'est lui qui délibérément décide d'employer cette méthode. Moi, je suis le sujet de son entretien, mais je suis pas quelqu'un qui connaît quoi que ce soit de la méthode. J'ai pas besoin d'en connaître quoi que ce soit. J'ai pas besoin d'avoir été exposé à quelconque méthode. Je vais juste répondre spontanément aux questions. Et ça me permet à moi de me sentir écouté, pouvoir exprimer mes opinions. Et par tes questions, tu me guides vers le fait tu m'amènes vers un questionnement de mes propres façons de penser, de pourquoi je pense ce que je pense, ce qui peut du coup aussi m'amener à questionner mes propres croyances, ou du moins nous amener à se demander qu'est-ce qui constituerait une bonne manière de croire X ou Y. Et ce qui est un peu paradoxal, c'est que Peter, normalement, il connaît pas mon avis sur la question. Là, Exact. il a aucun indice de quel avis j'ai. Ça se trouve, je suis totalement d'accord avec lui. Ça se trouve, je suis totalement en désaccord. Ça se trouve, je suis une position entre les deux. Mais Peter ne sait pas. Voilà. Une dernière Parce que... question, puis après on passe à la suite. Pardon, excuse-moi, Jason, tu voulais Ouais, quelque chose? vas-y. Non, il y a une dernière question, donc challengeante aussi, c'est donc mon sujet, il est pas assez sensible. Et du coup, quelque part, les gens voulaient voir une bagarre et ils n'ont pas vu de bagarre, donc Ah, ça les a un peu embêtés. Ils veulent du d'accord. sang. Moi, j'aborde des sujets sensibles très régulièrement. Hmm. En fait, si vous voulez, un sujet sensible, ça dépend de qui on est. C'est-à-dire que moi, j'ai aucun problème à parler de politique, mais il y a des gens pour qui la politique c'est sensible. Même au sein de la politique, il y a des sujets. Par exemple, moi, je suis antiraciste. Si il y a des racistes, l'entretien épistémique, ça va me permettre de pas me braquer, pas m'énerver quand je discute avec eux. Quoi. Euh, ça dépend vraiment de quelles sont vos opinions, quelles sont vos attitudes. Les sujets sont sensibles selon les personnes, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, pour ma part, je pense que c'était un sujet sensible. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de personnes qui sont pas d'accord avec ça. Quand je parle de diversité et d'inclusion, et je pense que d'ailleurs dans le chat, ça s'est manifesté aussi, il y a des personnes qui estiment que non, c'est pas forcément bien pour la productivité. Et d'ailleurs, il y a des bons arguments, je pense, contre cette posture. Donc, en ce sens, ça peut être un sujet sensible. Après, on aurait pu avoir un débat moral, ça aurait pu être en effet plus sensible. Mais ce n'est qu'un webinaire. Et on peut avoir des débats très moraux et très complexes quand vous voulez, dans d'autres moments. Et ce que j'ai pas dit, c'est Continuons. que en faisant des entretiens, ça m'arrive de changer d'avis. Des fois, on produit un truc ensemble qui est nouveau et inédit, d'une nouvelle réflexion sur le sujet. Des fois, y en a un qui change d'avis et ça peut être moi ou ça peut être Peter. Quoi. Oui, c'est-à-dire que le questionneur ou la questionneuse peut aussi se retrouver à changer d'avis parce que elle comprend ou il comprend le cheminement qui a amené à cette conviction. Elle accepte aussi les conclusions. Alors, Alors, une fois qu'on a dit tout ça, on retourne dans l'environnement de travail, on essaie de s'imaginer une situation où ça peut s'appliquer. Je vais reprendre la main. Je veux bien que tu ailles au slide suivant. Donc, on a essayé d'imaginer d'usage dans un environnement de travail. On en a identifié trois grands. D'abord, c'est pour le développement des individus. Développement des individus dans le cadre d'une relation managériale, par exemple, dans le cadre d'un entretien de progrès, d'un entretien de performance. Ça permet la prise de recul, ça permet l'esprit critique, ça permet de prendre conscience de comment on agit, de pourquoi on pense ce qu'on pense, de pourquoi on a telle idée, de est-ce qu'on va dans la bonne direction. Et on va aller questionner les fondements de tout ça dans le cadre de son travail. Développement des équipes. Alors là, il y a un sujet qui est clé, on en a parlé, c'est la réflexivité. La réflexivité, c'est se regarder faire, se regarder agir. Et ça, pour la promotion, pour la mise en place d'une culture apprenante, c'est prendre tous les moments de travail pour un moment d'apprentissage. La réflexivité, c'est clé. Et l'entretien épistémique apporte cette réflexivité. Améliorer la communication, prévenir les conflits, là, on parle d'empathie. En fait, quand vous voyez bien que l'entretien qui vient de se passer, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de sang, hein, ça vous a manqué d'ailleurs. Mais
On m'a Au reproché contraire, d'utiliser ce terme, pardon, François-Xavier. C'est ma faute. On m'a on reproché comprend. d'utiliser dans le chat, on m'a dit que j'avais détourné, et c'est une blague, évidemment que c'est une blague. D'accord. François-Xavier. Au contraire, c'est un outil qui crée de l'empathie parce qu'on va comprendre profondément les motivations de la personne. Et donc ça, dans l'amélioration de la communication, dans l'amélioration des conflits, ça marche. Et puis le troisième, c'est la co-construction. Là, c'est l'équipe qui produit quelque chose. Dans la prise de décision, dans la résolution de problèmes, on comprend mieux les tenants et aboutissants des éléments de décision ou du problème en question. Et puis le renforcement du lien, on en a parlé, c'est aussi cette dimension empathique. Alors, on voulait vous poser la question, sous forme de nuage de mots, vous, comment vous projeteriez avec cet outil? Dans quelle situation de travail vous envisageriez d'utiliser l'entretien épistémique maintenant que vous l'avez vu, pas encore expérimenté, mais que vous en avez une idée un peu plus précise? Est-ce que vous pourriez nous citer des situations de travail dans lesquelles l'entretien épistémique serait un bon outil? Ouais, c'est une bonne question. Là, je vois des situations qui sont plus ou moins mentionnées dans le chat, notamment cette question de euh, même quand je pose des questions, j'ai l'impression parfois que la personne semble obligée de se justifier, qu'elle rentre dans l'argumentation. Et c'est là où on voit tout l'intérêt de l'entretien épistémique, notamment dans son côté qu'on a peut-être un peu moins vu là dans notre exemple, Jason, parce qu'on se connaît déjà bien et qu'on était parti sur des bases on va dire, de convivialité. Mais cette mise en convivialité, elle est ultra importante, hein, on est d'accord. Mhm. Alors là, je vois quelqu'un qui a écrit conflit entre collègues, conflit avec la direction. En fait, il faudrait être un peu plus précis, c'est-à-dire sur quoi porte le conflit. Ça pourrait peut-être nous aider à vous aider à répondre, quoi. Alors, Ça peut être un dans le désaccord. chat, il y avait mention de l'odeur corporelle, visiblement. C'était un sujet. D'accord. C'est délicat. C'est un sujet délicat. Ça c'est sûr, c'est délicat. Bah là, pour le sujet de l'odeur corporelle, en fait, s'il y a un problème d'hygiène dans l'équipe, il faudrait que les personnes de l'équipe arrivent à expliquer pourquoi elles pensent que c'est un problème, pas juste dire c'est un problème, tu pues, dégage, être dans une attitude plus empathique, plus à l'écoute, et en espérant que ça incite la personne qui aurait un problème d'hygiène à elle-même expliquer ses raisons, ses problèmes. Moi, personnellement, je connais quelqu'un qui a une sueur qui a une odeur très particulière et c'est pas vraiment de sa faute, quoi. Et il prend 2 douches par jour et il sue beaucoup, mais bon, ça dépend des gens, quoi. Il y a des gens qui ont un vrai problème et ça vient d'eux, mais tant qu'on ne connaît pas les raisons fondamentales, c'est compliqué, quoi. Et le problème peut venir de ton nez aussi. Enfin, non, mais c'est vrai, il y a des personnes qui ont un odorat très sensible, comme il y a des personnes qui ont une sueur très odorante. Enfin, tu vois, c'est. Et Et c'est ça qui est les deux ensemble, comment c'est chaud. Et les deux ensemble, c'est compliqué. Mais je pense que ça met en lumière le problème, c'est que souvent, c'est un problème de perception. Et on prend notre perception comme une espèce de diktat absolu qu'on veut soumettre à l'autre, comme tu dois accepter que j'ai raison. Or, là, ça nous invite à nous-mêmes aussi, dans une posture de questionnement, à nous poser des questions sur la bonne idée hein, qu'on aurait à contraindre l'autre à se plier à nos convictions, quoi. Donc, c'est ça que je trouve assez intéressant aussi. Comme il nous reste 2 minutes, je voulais juste revenir sur les 2 propositions qui reviennent le plus souvent, c'est l'entretien d'évaluation et l'entretien annuel. Effectivement, c'est un moment privilégié entre le manager et son collaborateur. Et utiliser cette technique-là, où le collaborateur va sentir qu'il peut dérouler ses idées. Les entretiens d'évaluation classiques, c'est on assomme, on dit ça va pas, ça va pas, ça c'est bien, et en tout cas c'est souvent descendant. Et là, on renverse la perspective, on renverse l'équilibre et on donne la place au collaborateur pour qu'il puisse réfléchir par lui-même sur son année, sur sa façon de faire. Et aussi, on va s'intéresser à pourquoi ça va pas, pas juste à ça va pas, quoi. Exactement, exactement. Et comment on pourrait améliorer les choses. Donc là, typiquement, bon, on l'a pas trop vu, mais c'est la partie remise en cause en fait et mise à l'épreuve de l'épistémologie. Là, on pourrait se dire, ça serait quoi une bonne méthodologie pour améliorer la situation, quoi.
et comment on sait laquelle est la plus fiable. Super. Merci pour votre contribution. Merci. Alors, concrètement, ça se met en place comment? Alors, ce qu'on propose, je veux bien que tu ailles sur le slide suivant. Donc là, ce sont les 8 modules. Il y a 8 modules qui sont des modules théoriques. Ça ne fait pas toute la formation, hein, bien sûr. Il y a énormément d'intercessions de travail après, de travail amont. Mais là, c'est les 8 modules qui reprennent les ingrédients dont a parlé Jason et d'autres pour aller jusqu'à la fin. Et ça se traduit soit en présentiel sur 2 jours, soit en distanciel en 8 sessions. Et les deux marchent très bien. On a essayé les deux. Ça marche très bien. C'est des formats différents, mais en tout cas, ça fonctionne en termes de montée en compétences. Super. Donc, on a ces 8 modules qui permettent vraiment d'accomplir, enfin, d'aller au bout de cette technique. Et on l'a vu, hein, c'est pas en 5 minutes qu'on va l'apprendre, c'est pas en un webinar qu'on peut avoir tous ces éléments. Il y a beaucoup de questions autour de ces sujets-là. On peut évidemment rester en contact. On arrive à la fin du webinaire et vous pouvez évidemment suivre Opinion sur rue, notamment sur votre chaîne YouTube où vous publiez régulièrement des entretiens épistémiques. En tout cas, il y en a quelques autres publiés et peut-être il y en aura plus à venir. On vous invite tous à aller les voir parce que c'est hyper intéressant de voir des exemples. Et évidemment, restez en contact avec nous, avancez le conseil. Si vous avez envie de déployer cette méthode dans vos entreprises, au sein de vos organisations, ou juste que vous avez des questions sur ces sujets-là, n'hésitez pas à venir nous voir. Je vais lancer là tout de suite dans Slido un petit questionnaire pour connaître votre satisfaction. N'hésitez pas à y répondre, ça nous fait toujours plaisir d'avoir vos retours, même si ceux-ci sont constructifs, même si ceux-ci sont disruptifs, ce n'est pas un problème. Allez-y, faites-vous plaisir dans ces retours. Un mot de la fin, peut-être, Jason, François-Xavier? Brouette. Tu l'as préparé. Merci à tous pour votre participation et puis écoutez, n'hésitez pas à revenir vers nous, à nous contacter si vous voulez en savoir plus, si vous voulez essayer sur notre Discord, vous pouvez venir et puis on vous fait des entretiens épistémiques, comme ça vous l'essayez, vous l'expérimentez dans votre corps, dans votre être profond. Voilà. Merci beaucoup, c'était super d'être avec vous. Un grand moment religieux pour finir, donc dans votre être profond, expérimentez l'entretien épistémique. Grand merci encore une fois d'être venu nous voir dans ce webinaire d'Avant-Scène Conseil. 45 minutes ensemble, 45 minutes apprenantes. J'espère que vous en avez appris. Je vois qu'il y a eu des débats, il y a eu des intérêts et c'est ça qui est important. C'est surtout qu'on reste dans l'échange tous ensemble. Donc passez une bonne journée, une bonne fin de semaine et à bientôt. Merci.